Bonjour à tous et bienvenue à Idées en évolution et j'en profite pour vous remercier ceux qui sont avec nous depuis le début ou ceux qui se sont joints à nous plus récemment. Je suis Philippe Labrec, le réalisateur et l'animateur d'Idées en évolution et je profite également de ce moment pour vous dire qu'à partir de maintenant, il y aura des abonnements payants offerts à ceux qui veulent bien m'appuyer. Ceci est fait pour assurer la pérennité et la croissance du balado. Donc, on est à cette étape là, de l'évolution, d'idées en évolution, si je peux dire. Donc, merci d'avance à ceux qui voudront se joindre à moi dans cette aventure et m'aider à faire croître le balado. Pour ceci, vous pouvez cliquer sur le bouton « Se joindre » au sein même de YouTube ou le bouton « Buy me a coffee » ou le lien plutôt « Buy me a coffee » qui sera inclus dans la description. Merci d'avance encore une fois et maintenant, à l'entretien. Parfait. Votre analyse conclut sur la primauté du collectif sur l'individuel au sein d'un républicanisme québécois. Pouvez-vous donner des exemples concrets de ce que serait cette primauté et une forme de républicanisme québécois? Et oui. Dans le fond, pour la primauté du collectif, un exemple, je vais répéter un exemple que j'ai mentionné, là, c'est j'ai déjà vu là, dans des chiffres qu'on dit les Québécois sont moins généreux. Ils sont moins généreux que les autres Canadiens parce qu'ils font moins de dons. On l'entend. Hein? Ils font moins de dons de charité, puis c'est vrai que ça, c'est une différence québécoise. On fait moins de dons. On s'implique moins aussi dans des causes humanitaires, communautaires, etc. Par contre, on paye plus d'impôts. Est-ce que ça, c'est une démonstration qu'on est moins généreux ou c'est pas une façon différente de l'être? Peut-être parce qu'on n'a pas le choix aussi. Mais si on regarde avec les sondages, il faudrait peut-être revérifier encore, mais les Québécois sont pas si en désaccord que ça. Il faudrait peut-être vérifier ce chiffre-là, mais ça, c'est peut-être plus l'ordre de l'intuition. En désaccord avec des impôts plus élevés, c'est ça? C'est ça. Je pense qu'on tolère davantage des impôts plus élevés. Ça ne veut pas dire que 100% des Québécois tolèrent ça, sont tous d'accord, mais c'est comme en moyenne, en général, on accepte davantage que l'État s'occupe de la redistribution plutôt que, dans le monde anglo-saxon, décide où vont les dons. Puis on sait aussi qu'il y a davantage de déductions d'impôts dans le reste du Canada. Et donc, ils ont leur espèce de eux-mêmes, leur propre impôt qu'ils payent, mais ils veulent savoir où va leur argent, alors que nous, on se dit, c'est le collectif qui décide. C'est l'État qui décide, comme notre puissance publique, comme j'aime l'appeler, qui redistribue, et c'est plus politique. Puis c'est là que ça rejoint peut-être aussi Danick Parenteau sur le républicanisme. Parce que lorsqu'on parle du républicanisme dans ta question, c'est sur l'ouvrage de Danick Parenteau qui dit, ça c'est super intéressant, c'est ce qu'il nous dit essentiellement, c'est que le Québec a une tendance républicaine française dont il n'est pas conscient. Le Québec n'est pas conscient lui-même d'être républicain. Parce que si on regarde là, dans les médias, c'est quand on nous dit que le Québec est républicain, on dit à peu près jamais. Le républicanisme au Québec, on a l'impression que ça remonte aux patriotes peut-être. Patriotes, journée des patriotes qui s'en vient par ailleurs. Mais on ne dit pas ça. Mais lui, ça ne fait pas partie du lexique, en fait, au Québec, le républicanisme. C'est pas un mot qu'on utilise, à la limite. Puis on va l'associer beaucoup à Donald Trump, au Parti républicain des États-Unis. Ce qui est une confusion. Oui, ce qui est une confusion, parce que là, on parle d'un parti politique ou un courant d'idées. Puis, dans le fond, ce que Danick Parenteau nous dit, c'est que pour des raisons par rapport à la laïcité, par rapport à la démocratie, aussi notre rapport aux politiques, le Québec est davantage républicain. Là, à partir de l'ouvrage, je ne peux pas tirer cette conclusion-là, malheureusement, parce que tout le volet politique, je ne l'ai pas couvert. Je me suis limité au vivre ensemble, donc les rapports intercommunautaires. Il y a quand même des éléments, par contre, qui sont intéressants. C'est la conception du vivre ensemble au Québec est, selon moi, selon ce qu'on en analyse, davantage universaliste. Ou du moins une conception québécoise de l'universalisme, on pourrait dire. Puis c'est ce qui pourrait expliquer une des conclusions de l'ouvrage, qui est que le Québec est plus égalitaire que le reste du Canada. On offre davantage d'opportunités aux nouveaux arrivants. Un des exemples qui est assez frappant, c'est que les immigrants ont un meilleur taux d'emploi. Les immigrants, ou ce qu'on appelle les minorités visibles dans Statistique Canada, ont une plus grande représentation à l'Assemblée nationale et dans le fond, dans le milieu du travail, ne serait-ce que parce qu'ils sont embauchés. Les femmes ont un meilleur taux d'emploi au Québec. D'ailleurs, c'est un des meilleurs au monde, là. En général, c'est juste en bas de la Suède,
Mais l'écart entre les hommes et les femmes, le Québec bat la Suède puis tous les autres pays dans le monde en termes d'écart dans le taux d'emploi entre les hommes et les femmes. Ce qui fait qu'au niveau de l'immigration, ben, les femmes immigrantes ont un taux d'emploi nettement supérieur que dans le reste du Canada. Donc ça, c'est des exemples qui parlent de cette conception-là de l'universalisme. En même temps, je pense que avec toutes ces données-là, il y aurait un piège qui, je pense, est évité, qui serait celui de l'essentialisation. Mm-hmm. Donc, de dire les Québécois sont différents parce qu'il y a un taux d'occupation plus élevé chez les femmes. Donc, être Québécois, c'est être d'accord avec un taux d'occupation d'occupation professionnelle plus élevé pour les femmes. Donc, on ne tombe pas dans ce piège-là. En tout cas, moi, je ne le perçois pas. Peut-être que certains diront que ça, puis il pourrait y avoir un débat, mais à mon sens, on ne tombe pas là-dedans. Donc, il y a ces différences québécoises-là, on les explique, mais on n'est pas en train de dire, par exemple, que un Québec où il y aurait moins d'impôts, moins de services publics, ce serait plus vraiment le Québec, ce serait anti-québécois de vouloir des baisses d'impôts. Donc, on ne tombe pas dans ce discours-là qui existe. Là. C'est plus au Canada anglais. Des fois, on dit que c'est un-Canadian. Si quelqu'un propose de privatiser le système de santé, on va dire que c'est un-Canadian. Alors, on ne tombe pas là-dedans. D'après moi, c'est un choix judicieux de l'auteur de dire, bon, voici les différences québécoises. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Peut-être que globalement, c'est plutôt positif dans le livre, mais ça ne veut pas dire qu'on essentialise pour autant. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Là. Ça aurait été un piège là, qu'on aurait pu tomber dedans, puis ça a été évité.